La présentation d'aujourd'hui, c'est sur les outils informatiques et données utilisés au Québec. Ça fait partie d'un projet d'échange qu'il y a entre Québec et Wallonie-Bruxelles. Et je vais vous présenter le projet pour commencer. Donc, c'est grâce au soutien financier de la 11e commission mixte permanente Wallonie-Bruxelles, Québec 2019-2021, représentée par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et Wallonie-Bruxelles internationale, qui est un projet d'échange international entre le contrat de rivière Semois-Chière et pour la région wallonne et le comité de bassin de la rivière Chaudière, soit le COBARIC pour la province du Québec, a pu être mis en place. Ce projet vise essentiellement à échanger sur les thématiques reliées à la gestion de l'eau intégrée par bassin versant, mais aussi à découvrir une autre culture francophone lors de 4 missions d'une semaine, donc 2 pour le Québec et 2 pour la Wallonie, qui permettront aux employés de bonifier leurs connaissances tant professionnelles que personnelles. On va faire des échanges d'expériences et d'expertise à travers 16 webconférences, donc 8 pour le Québec et 8 pour la Wallonie, sur différentes thématiques. Donc, en fait, c'est un webinaire, deux webinaires par thématique, un pour le Québec et un pour la Wallonie. Donc, il y a la gestion des inondations, la gestion des eaux de pluie, l'agriculture et la ressource eau, l'aménagement des cours d'eau, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les logiciels et bases de données utiles à la gestion de l'eau, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, et la protection des sources d'eau potable et la gestion des eaux usées. Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment sur les outils informatiques et données utilisés au Québec. Mon nom, c'est Marie-Ève Théroux. Je suis chargée de projet de géomatique au COBARIC depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Mais ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le monde des organismes de bassin versant. J'ai fait, en fait, le COBARIC est mon 5e organisme de bassin versant. J'ai travaillé, donc c'est ça, dans 4 autres OBV. Ma formation, c'est que je suis biologiste. J'ai fait un bac en bio. J'ai aussi une mineure en chimie et un certificat en environnement. Côté géomatique, en fait, les formations que j'ai faites se résument en fait à 2 formations que j'ai faites chez Esri Canada. Le reste, je l'ai appris au fur et à mesure de mon travail, donc sur le tas. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est un peu le résultat de cette expérience-là depuis plusieurs années et aussi en parlant là, avec d'autres personnes. Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est principalement de la géomatique, comment on fait aussi pour la prise de données sur le terrain, les produits dérivés du leader, parce que là, c'est une nouvelle chose qui arrive, et c'est vraiment très, très intéressant. Puis aussi, la modélisation. On commence au COBARIC à en faire un peu. Les applications, comment les OBV du Québec font pour pour échanger entre eux. Puis aussi l'importance de s'adapter aux acteurs de l'eau et finalement, là, je vais voir un peu qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur et qu'est-ce qu'on peut découvrir. Je veux juste faire un avertissement cependant parce que c'est ma réalité, ce que je vous présente aujourd'hui, mes connaissances, mes expériences. Mais il y a sûrement d'autres affaires auxquelles je n'ai pas pensé, d'autres idées, d'autres outils que je vous présente pas aujourd'hui parce que je les connais tout simplement pas. Mais s'il y en a que vous voulez partager, je serais super contente de les connaître parce qu'on ne sait pas tous. Puis je pense que l'important, c'est vraiment d'échanger entre nous. Donc, tout d'abord, la géomatique. Juste en passant la photo, c'est à une époque, ça se faisait à main. Donc,
ça ne devait pas être évident. Aujourd'hui, on a des logiciels comme ArcGIS et QGIS. C'est, je dirais, les deux les plus utilisés à ma connaissance. Il y en a un qui est payant, ArcGIS. C'est quand même assez cher pour des petits organismes à but non lucratif. Il y a des fonctions qui nécessitent des modules supplémentaires aussi qu'il faut rajouter un montant. Mais il est quand même très facile d'utilisation dès qu'on connaît un petit peu. Puis, personnellement, je trouve que la mise en page des cartes est quand même belle comparée à QGIS. QGIS, ça fait quand même un certain moment que ça existe. C'est gratuit, c'est open source. Les outils payants, des fois, qu'on peut retrouver sur ArcGIS, qu'on peut avoir besoin, comme mettons Spatial Analyst ou 3D Analyst, ben, on peut retrouver des équivalents sur QGIS, donc c'est gratuit à ce moment-là. Pour les utilisations que j'ai faites de QGIS, à mon avis, je trouve que ça demande plus de clics des fois de faire certaines tâches. Donc, personnellement, ça me tente toujours un peu plus. Puis c'est ça. QGIS, j'apprends personnellement à le découvrir de plus en plus. J'ai longtemps évité de l'utiliser parce qu'il ne prenait pas les géodatabases, en fait. Et la plupart des données qu'on recevait du gouvernement étaient des géodatabases. Donc, ça ne servait absolument à rien, à mon avis, d'utiliser QGIS. Donc, c'est pour ça que j'ai plus exploré ArcGIS et je connais donc plus ArcGIS. Mais maintenant, QGIS prend les géodatabases, donc il s'est beaucoup amélioré par rapport à ça. Au Québec, ben, les OBV du Québec, en discutant avec plusieurs OBV, je sais que, bon, c'est chacun a sa préférence. Il y en a plusieurs beaucoup qui vont utiliser ArcGIS, surtout que des fois, on réussit à obtenir comme des prix de groupe là, en négociant avec Esri. Mais il y en a qui ont carrément fait la transition vers QGIS. Pour ceux qui connaissent pas mal juste ArcGIS comme moi, ben QGIS, ça demande quand même un temps d'adaptation qu'on n'a pas toujours. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne prend pas le temps d'explorer. Il y en a beaucoup qui font comme moi, que pour les opérations traditionnelles, ils vont utiliser ArcGIS. Puis, ils vont switcher, ils vont transiter vers QGIS pour utiliser les modules payants comme Spatial Analyst ou 3D Analyst. Puis, il y a une chose qu'il faut savoir en géomatique dans les OBV. La personne qui s'occupe de la géomatique est souvent pas formée dans ce domaine-là, comme moi. C'est rarement un géomaticien de formation. C'est souvent quelqu'un qui a appris la géomatique un peu dans quelques cours dans son bac ou comme moi sur le tas. Donc, des fois, on ne connaît pas toutes les possibilités. Puis, il y a aussi le fait que ces personnes-là, ben, on fait beaucoup d'autres choses. On ne fait pas juste la géomatique. Donc, des fois, la géomatique, elle prend un peu le bord, comme on dit. Ça ne devient pas toujours une priorité ou justement l'expérience ou le développement de la géomatique n'est pas excellent. Côté données, depuis que j'ai commencé dans les organismes de bassin versant il y a 10 ans, je peux vous dire que l'accessibilité aux données s'est beaucoup améliorée. Avant, c'était très, très difficile d'obtenir certaines données. Il fallait demander à des directions régionales des ministères, puis des ministères qui refusaient de nous partager des données parce qu'ils ne voyaient pas à quoi ça pouvait nous servir. Mais depuis, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a quand même du travail à faire, encore à mon avis. Il y a des données qui ne sont pas accessibles pour tous les acteurs ou qui sont accessibles juste à certains acteurs. Puis là, il faut des entendre quand même pour les partages, ce qui peut être compréhensible pour certaines données, étant donné que ils peuvent avoir des
des informations privées, des trucs sensibles. Et puis, il y a d'autres données qui sont vieilles, qui sont peu précises ou incomplètes ou qui sont rarement mises à jour. Ça, c'est pour ça que souvent, je vais essayer d'avoir peut-être l'information dans 2 sources ou au moins de réussir à la vérifier là, quand je suis vraiment pas certaine. Parce que c'est ça, il y a des mises à jour qui sont pas toujours faites. Il y a aussi un manque d'uniformité des données. Les différents ministères du gouvernement font leurs données chacun de leur côté. Puis, souvent, ensuite, de mettre ces données-là ensemble, surtout les données géomatiques, ben, c'est pas uniforme, c'est difficile, fait qu'il faut quand même faire un travail un travail pour les uniformiser avant, ce qui peut prendre du temps ou ce qui peut entraîner des erreurs. Donc, ça, c'est un petit problème, mais je pense que ça peut s'améliorer. Puis aussi, des fois, c'est l'information qui est mise dans ces shapefiles-là, dans ces données-là, qui ne sont pas toujours uniformes. Donc, mais c'est parce que c'est différentes personnes et tout ça, donc c'est quand même compréhensible. Puis, le partage des données dans les 2 sens qui est à développer. Donc, c'est de dire, en fait, je commence à recevoir des fois quand on fait des demandes à des ministères, ils nous demandent ils nous partagent leurs données, mais ils nous demandent en retour de si on a des mises à jour, si on a des nouvelles informations, des nouvelles données, de leur transmettre. Donc, ça commence à se faire, puis je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet, nous, de les aider à mettre leur base de données à jour, puis c'est comme du donnant-donnant. Donc, mais c'est quelque chose là, qui est à développer là, un peu plus, puis peut-être se doter de méthodes uniformes, encore une fois, là, pour faire ça. Mais je pense que ça serait c'est ça, quelque chose d'intéressant à faire. Les données au Québec, où les trouver? Donc, le site principal, à mon avis, c'est Données Québec. C'est quand même assez récent, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que ça existe. C'est une vraie mine d'or, à mon avis. Faut juste prendre le temps de fouiller comme il faut. Vous voyez, là, dans le bas, là, ça c'était la page web là, que j'ai fait une impression d'écran il y a quelques jours, puis ils ont 1242 jeux de données. C'est pas seulement des données géomatiques, c'est aussi des données, des tableaux, des statistiques, il y a plein d'affaires. Ça regroupe des données de plusieurs ministères et des municipalités, surtout des grandes municipalités qui ont généralement un département de géomatique. C'est des données ouvertes, donc c'est une licence Creative Commons 4.0. Ça veut dire qu'on peut les utiliser, puis il suffit là, juste de mentionner l'auteur. En gros, c'est ça que ça veut dire, mais c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'un accès, on n'a pas besoin d'un mot de passe pour accéder à ces données-là. Tout le monde y a accès. Il faut juste savoir comment les consulter. Puis, pour les données où c'est nécessaire, il y a quand même les mises à jour fréquentes. Et ces mises à jour-là sont indiquées. C'est pas, on n'a pas à chercher loin pour savoir depuis quand c'est quand la dernière mise à jour. Donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a la classe géomatique du ministère de l'Environnement. Ça, c'est une carte interactive pour laquelle on a besoin d'un code d'accès. Puis les accès, selon si on a un OBV, une municipalité ou un ministère, il y a différentes données auxquelles on n'a pas accès.
On peut extraire des données. On peut aussi mettre nos propres shapefiles sur la carte interactive pour faire des analyses, pour étudier certains trucs. On peut faire aussi des cartes imprimées, mais c'est pas super génial comme mise en page. Présentement, le grand problème, c'est qu'on peut y accéder seulement par Internet Explorer 11. C'est quand même un vieux système, cette carte, cet atlas géomatique. J'ai entendu dire qu'il faisait une mise à jour pour permettre qu'on l'utilise, mettons, par Google Chrome ou d'autres browsers d'Internet, mais pour l'instant, c'est Internet Explorer 11. Mais bon, on est encore chanceux, il est encore disponible là, sur des ordinateurs Windows. Puis, dans cet atlas géomatique-là, il y a plusieurs des données qui sont disponibles aussi sur Données Québec. Donc, moi, en fait, comment on utilise l'atlas géomatique, c'est principalement pour explorer les données. Des fois, je dis à mes collègues, en fait, je veux leur développer ce réflexe-là un peu, c'est s'ils veulent savoir ce qu'il y a sur une partie de territoire sur lequel ils ont un projet, ben, c'est d'aller voir là-dessus, de se promener, d'ajouter les couches, voir qu'est-ce qui existe, à quoi ça ressemble, un peu un portrait. Puis après ça, s'ils ont besoin que je fasse des cartes, ben ils viennent me voir puis ils savent déjà un peu qu'est-ce qui existe comme données pour leur sous-bassin ou leur section de territoire à l'étude parce que ben, les données ne sont pas toujours disponibles partout. Donc, c'est beaucoup cette utilité-là, là, ça qu'on utilise. Ensuite, d'autres données, il y a le SIGAP territoire. En fait, ça vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Présentement, c'est accessible seulement au milieu municipal. Il y a certaines données qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ça, je le sais parce que j'ai pu avoir une liste de tout ce qu'il y a dans SIGAP territoire. J'essaye présentement de pouvoir avoir accès là, parce qu'il y a des données qui seraient quand même assez intéressantes pour les OBV. On a le système d'information géoscientifique pétrolier et gazier, le CEGIPEG, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. C'est beaucoup sur les forages pétroliers et gaziers. Il n'y a pas tant de ça de shapefile, mais il y a quand même tous les coordonnées des puits, des forages, et ça remonte à plus de 100 ans, là, les forages. Donc, ça peut être intéressant, là, surtout pour les secteurs qui ont des forages pétroliers et gaziers sur leur territoire. On a le CIGEOM, le Système d'information géominière du Québec. Là encore, c'est beaucoup pour la géologie et les mines. C'est quand même des données là, qui peuvent être utiles. Puis, c'est quand même, il y en a qui remontent à longtemps, là, quand même, depuis 150 ans. On a ensuite Gestime, qui est la gestion des titres miniers. C'est pour les titres miniers, les claims. Donc, pour savoir qui détient quoi là, pour la gestion, pour les mines. Aussi les sites, voyons, les sites SMS là, de substances minérales de surface, donc les carrières sablières en terre publique. Il y a ensuite la Géoboutique Québec, qui est présentement en restructuration. Il y avait beaucoup de données disponibles là-dessus, mais là, ils ont toutes déplacé, d'ailleurs, dans le répertoire des services web et données géographiques qu'on voit en dessous. Puis aussi, il y a d'autres données qui étaient déjà disponibles dans Données Québec, fait qu'ils ont enlevé de là. Il y a des données qui sont payantes, d'autres données qui sont gratuites. Puis les données quand même les plus intéressantes qu'on peut retrouver là-dessus, c'est les orthophotos et des données LIDAR. Les données LIDAR sont gratuites. Les orthophotos peuvent être plus payantes.
Ensuite, il y a le répertoire des services web et de données géographiques, là, encore une fois, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. C'est pas seulement des shapefiles qu'on retrouve là-dessus, il y a des fois des cartes en PDF, tout simplement. Mais on peut retrouver particulièrement là, le réseau hydrographique, la GRHU, la géobase du réseau hydrographique du Québec, se retrouve là. Ensuite, on a InfoSol, qui est du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. C'est une carte interactive qui va être utile surtout pour les projets agricoles. Il y a des données qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme les plans de drainage, les densités potentielles d'abeilles, les risques pour la santé des pollinisateurs. Donc, ça, c'est mais on ne peut pas faire d'extraction de données nécessairement. Donc, c'est de faire ces cartes directement sur cette carte interactive, mais c'est des données encore qu'on peut utiliser. On a aussi le CDPNQ, le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Lui, on doit le contacter pour les occurrences d'espèces à statut faune et flore, donc espèces à statut menacées, susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, ou les espèces vulnérables. Il faut déposer une demande, leur dire pour quel territoire on veut les donner. Et il faut signer une entente, accepter de ne pas distribuer ces données-là détaillées parce que c'est quand même des données sensibles. Donc, pour pas que les gens qui tombent sur ces données-là se décident d'aller trouver cette espèce menacée-là là, et menacer son habitat. Donc, c'est ça. Finalement, au niveau fédéral, on a un gouvernement ouvert que j'ai pas beaucoup exploré, mais que je sais qu'il existe. Des fois, je vais vous faire un tour. Par exemple, il y a des données sur les entreprises polluantes. Ensuite, il y a des données topographiques du Canada, donc la série CANIVEC. C'est des données à petite échelle. On s'entend, c'est fait à l'échelle du Canada, donc c'est pas à grande échelle. On a vraiment un grand terrain, un grand territoire. Et c'est des données que je dirais qui sont à compléter ou à vérifier là, dans certains cas parce que justement, c'est sur un gros territoire, donc je ne m'attends pas à ce que ça soit hyper précis et hyper complet. Il existe plusieurs cartes interactives aussi de disponibles, surtout pour le grand public. Les cartes interactives pour les OBV, ça peut être utile pour explorer les données, mais il faut savoir que c'est des informations résumées. C'est jamais vraiment complet, puis on ne peut pas faire d'extraction de données. Donc, puis, c'est des données qu'on peut retrouver ailleurs, qu'on peut aller chercher sur Données Québec ou qu'on peut demander au ministère pour avoir vraiment tout ce qui est derrière l'information qui monte. Donc, moi, je préfère toujours utiliser les données de base que d'utiliser vraiment les cartes interactives. Moi, je les considère vraiment plus pour le grand public, pour informer les gens, mais pour notre travail qu'on a à faire, il faut souvent aller plus loin que ces cartes interactives. Ça, c'est une liste des cartes disponibles. Là, j'ai laissé InfoSol, mais il a fallu que je l'enlève en fait parce que c'est pas disponible. Ça peut être disponible au grand public. C'est assez facile d'obtenir un accès. Mais sinon, toutes les autres, c'est disponible là, au grand public sur Internet. Donc, il y a celui sur la qualité des eaux et des écosystèmes aquatiques, les pressions sur le milieu aquatique, la carte des hydrocarbures, géo-inondation. Forêt ouverte, pour ceux que ça intéresse, on peut télécharger les données du LIDAR directement de forêt ouverte. Puis, il y a vigilance qui est par rapport aussi aux inondations. Ça, c'est les cartes que je connais. Il y en a sûrement d'autres. Puis, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont en lien avec les inondations parce que la rivière Chaudière, elle inonde beaucoup. Donc, on sait tout ce qu'il y a à savoir, où trouver des informations sur ces inondations. Maintenant, je suis rendue à la section prise de données sur le terrain. Donc, comment nous autres, au Cobaric, on s'organise pour prendre les données sur le terrain.
On s'est équipé de tablettes robustes. C'est des tablettes Android. C'est des tablettes de 8 pouces. Donc, pour les Européens, c'est un peu plus que 20 cm. Le GPS dans ces tablettes-là, c'est quand même une bonne précision. C'est sûr, ça dépend toujours des conditions météo, mais ça peut aller quand même à une précision de 1 mètre, qui est assez intéressant comparé au GPS d'un téléphone, par exemple. Et c'est des tablettes quand même très résistantes. C'est beaucoup plus résistant qu'un iPad ou une tablette Android qu'on achète n'importe où. C'est quand même un dispendieux. C'est pas quelques centaines de dollars, mais à notre avis, ça en vaut la peine là, pour ça. Surtout que si on rencontre des conditions quand même des fois de pluie, d'eau, on travaille souvent proche des cours d'eau, donc ça se peut que la tablette tombe dans un cours d'eau, elle va résister à ça. Puis elle est très étanche, puis elle résiste quand même à plusieurs chocs. Donc, c'est assez intéressant. Sinon, je sais qu'il y a des OBV qui travaillent aussi avec des tablettes sur le terrain, mais avec des tablettes traditionnelles, là, iPad ou des tablettes Android. Il y a possibilité pour ces tablettes-là d'ajouter un récepteur GPS externe afin d'augmenter la précision du GPS qu'il y a dans la tablette. Parce que c'est souvent pas suffisant là, quand on fait des relevés terrain. On peut protéger la tablette en la gardant dans un sac de plastique ou un étui protecteur. Il y a quand même moyen de s'équiper de ça. Et c'est sûr que c'est moins cher là, que la tablette robuste comme on a au Cobarrique en général. Avec la tablette, il y a des logiciels ou des applications qu'on peut utiliser pour prendre les données. Il y a toujours moyen d'utiliser un Excel de base avec un tableau pour rentrer nos données, mais ce n'est pas toujours évident. Avec notre tablette robuste, nous autres, il venait GSF Nav. En fait, c'est Groupe Système Forêt, c'est une entreprise là, qui a développé ces logiciels-là, eux autres, c'est des logiciels surtout développés pour le milieu forestier. Mais il y a possibilité là, de les utiliser quand même en tant qu'OBV. Donc, GSF-Nav, c'est l'application qu'il y a sur la tablette pour la prise de données. C'est des données, en fait, on prend nos données, c'est totalement hors ligne. Une fois qu'on arrive au bureau, il faut aller chercher les fichiers dans la tablette pour pouvoir les utiliser ensuite sur les ordinateurs sur ArcGIS ou QGIS, plus ArcGIS. Et puis, on peut faire quand même des formulaires assez simples, là, comme vous voyez à la droite. On peut faire des menus déroulants. On peut faire des réponses longues, des réponses courtes. Donc, c'est quand même intéressant. C'est encore en développement, je dirais. Là, on leur donne, on est en contact avec eux. C'est une entreprise de Lévis. Puis, des fois, on leur dit, ce serait le fun si ça pouvait faire telle chose. Donc, ils disent, on est en train de le développer. Donc, c'est à voir avec les prochaines mises à jour. Avec ça, c'est bon d'avoir GSF Outils qui est une extension d'ArcGIS qui va permettre de créer ces formulaires-là. Il y a ensuite aussi dans GSF Outils d'autres outils pour l'analyse ou le traitement de données. Des fois, des outils qui sont normalement dont l'équivalent sur ArcGIS est payant, donc ça fait un petit plus. Il y a un seul problème pour l'instant, je trouve, c'est que ça ne permet pas de faire des formulaires avec des tables associées. Mais on m'a dit qu'il a regardé à comment il pouvait faire ça. Des formulaires avec table associée, c'est que pour un même point ou un même polygone, on puisse remplir plusieurs fois un même type de formulaire, comme pour un peu faire un suivi d'un état, par exemple.
Ça, ils ne peuvent pas le faire à ce moment-là. Donc, ça serait de refaire peut-être un autre point par-dessus. Mais ça s'en vient. Il y a d'autres logiciels qui peuvent être utilisés sur les tablettes. Il y a toutes les applications ArcGIS, donc Collector, Survey 1, 2, 3, Explorer. Il y en a d'autres. Pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir bien s'en servir, il faut être abonné à ArcGIS Online. Ça, c'est un abonnement annuel, puis c'est quand même substantiel comme frais. Donc, c'est pas tout le monde qui utilise ArcGIS Online. En fait, nous, au Cobaric, pourquoi on a choisi GSF, c'est entre autres parce qu'on voulait se libérer d'ArcGIS Online. C'est très facile d'utilisation. Collector permet d'utiliser des formulaires avec des tables associées. Mais pour pouvoir créer ces formulaires-là, il faut avoir plus qu'une licence ArcGIS Desktop Basic. Donc, ça peut poser un peu de problème. Ça, c'est une expérience qu'on a eue pour un projet régional. Donc, on a été chanceux d'avoir des partenaires qui avaient un ArcGIS entreprise. Donc, ça nous a permis d'aller plus loin et de faire, de pouvoir aller chercher ces informations, de pouvoir aller faire ce formulaire-là comme on voulait, parce que sinon, on n'aurait pas pu. Puis, c'est souvent ces applications-là de ArcGIS, c'est disponible. Ben, en fait, on peut les utiliser en ligne ou hors ligne. Hors ligne, ben, une fois qu'on a accès à Internet, ça se synchronise là, et les informations sont transmises. QField, ben, c'est associé à QGIS. C'est gratuit. Je ne l'ai jamais personnellement testé. J'ai parlé à du monde qu'ils ont essayé quand même. Ça semble un peu plus complexe à utiliser. C'est encore une fois une histoire d'adaptation. Puis, ça aussi, c'est disponible en ligne ou hors ligne. J'ai fait une petite recherche aussi sur Internet, voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre de disponible. Donc, ça, c'est 3 que j'ai trouvé qui avaient l'air très intéressants. Il y a Open Data Kit et EpiCollect qui sont gratuits. Open Data Kit, je pense que c'est carrément open source aussi. Puis il y a Fulcrum qui est payant, mais je pense que c'était pas très cher. Puis pour ces 3-là, c'est des points seulement. Malheureusement, les 2 autres que je vous ai présentés tantôt, les ArcGIS et QField, on peut faire des polygones ou des lignes aussi, ce qui peut être intéressant. Dans ces 3 cas-là, c'est seulement des points et c'est en ligne ou hors ligne. S'il y en a jamais qui les essayent et qui ont des choses à me dire là-dessus, vous pouvez m'écrire, je vais être intéressée à savoir là, de quoi ça a l'air. Pour la prise de données sur le terrain, c'est important d'avoir une bonne préparation. Moi, ce que je demande, parce que bon, c'est pas moi qui va sur le terrain, moi, je prépare les tablettes, je prépare les cartes pour mes collègues qui vont sur le terrain. Donc, moi, ce que j'essaie de demander à mes collègues, ce que je veux qu'ils fassent le plus possible, c'est que de préparer leur formulaire d'avance en pensant à toutes les questions, à toutes les informations qu'ils veulent avoir, toutes les questions, les types de réponses, si c'est des réponses courtes, si c'est des réponses longues de 1000 caractères, si c'est juste des choix de réponses. Donc, l'idée, c'est de rien oublier non plus. Puis moi, je laisse toujours un espace remarques ou commentaires dans le formulaire pour les surprises, pour ce qu'on remarque sur le terrain, puis on fait « Ah, ça, c'est intéressant, il faudrait que je le prenne. » Donc, ça, je le mets toujours. Je demande aussi à mes collègues de penser au fond de carte, parce que quand on va sur le terrain, c'est bon d'avoir de l'info, des repères. Même si on a un point GPS, ben, c'est bon de voir où est-ce qu'on est. Donc, c'est quoi le territoire couvert? C'est quoi les données à mettre? Est-ce qu'ils veulent le réseau hydrographique, les pentes, le réseau routier?
Bon, ceux qui font des projets agricoles, des fois, c'est le type de sol, la pédologie. Donc, ce genre de données-là. Idéalement, c'est une carte par projet. Ça permet de bien séparer les données. Puis aussi, c'est moins lourd parce que si on faisait une carte pour tout notre territoire, pour tous les projets, ben ça deviendrait quand même très lourd à gérer. Puis, il y a une chose que je veux faire à laquelle j'ai pensé cet hiver, c'est d'avoir toujours dans sa tablette un formulaire de base qui permettrait, bon, on va sur le terrain, on remarque des choses qui sont vraiment pas en lien avec le pourquoi on est sur le terrain, le projet auquel on est sur le terrain, mais c'est des informations qui peuvent être utiles pour autre chose, pour le portrait du territoire. Donc, je pense que c'est un élément important, parce que notre territoire, on le connaît, mais on ne le connaît pas à fond. Donc, des fois, des éléments comme ça peuvent nous aider pour un autre projet, pour développer un autre projet. Donc, ça peut être intéressant. Puis, cette carte de base-là peut aussi aider pour les sorties à la dernière minute. Donc, les sorties que ben, la personne n'a pas eu le temps de prévoir son formulaire. Il y a une occasion qui se présente, ben, on y va. Fait qu'au moins, on a quelque chose pour prendre des points puis prendre des notes. Puis, une chose vraiment super importante, c'est de bien charger la tablette pour ne pas arriver sur le terrain et être mal pris. Maintenant, produits dérivés du lidar. Je vous dirais que ça, c'est mon dada. C'est une nouvelle chose qu'on a disponible depuis peu au Québec depuis un certain temps, vous allez voir, mais nous, sur notre territoire en Chaudière, pour la rivière Chaudière, le bassin de la rivière Chaudière, c'est de très peu, c'est très, très récent. Et il y a plein de possibilités que je vais vous expliquer. Il y en a qui vont comprendre pourquoi je suis excitée par ça. Le LIDAR, en fait, c'est le Light Detecting and Ranging, c'est ça que ça veut dire. En fait, c'est un laser qui est sur un avion, en gros, l'avion se promène sur tout le territoire et va prendre des données. En fait, le retour du laser vers l'avion permet d'avoir différentes informations, différentes données, dont le modèle numérique de terrain, la hauteur des canopées, les pentes. Donc, c'est très détaillé. C'est les produits dérivés. Donc, c'est des données qui sont obtenues par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Puis, le MFSP va produire des produits dérivés. En fait, c'est que les données brutes obtenues par le LIDAR sont quand même assez complexes. Fait qu'eux autres, ils nous créent les 4 produits que vous voyez dans la liste pour qu'on puisse ensuite là, les utiliser, nous, pour différents projets. C'est des données qui sont disponibles gratuitement à tous ceux qui veulent les utiliser. On peut les télécharger par feuillet sur Forêt ouverte. Donc, c'est ça. C'est disponible à tous. Allez vous amuser pour les territoires qui sont couverts. En fait, pourquoi c'est le MFFP qui fait ces données-là? C'est que c'est utilisé pour les inventaires écoforestiers. Donc, c'est pour la mise à jour des inventaires écoforestiers. Ils font ça en rotation secteur par secteur. Puis, ils font, là, pour le prochain inventaire, ils font en même temps là, avec les données du LIDAR. Donc, à quoi ça ressemble? Voici un modèle numérique de terrain obtenu par en tant que produit dérivé du LIDAR. Pour le Québec, ils font une résolution de 1 mètre au sol. Si je me souviens bien, en fait, c'est comme 3 points au mètre carré. Il y a possibilité d'être encore plus précis. La Ville de Montréal l'a fait faire pour l'île de Montréal aux 30 cm de précision. Rendu là, on voit beaucoup d'affaires, probablement jusqu'au bord de Fontaine. Ça, c'est ce qu'on avait avant.
Donc, c'était le modèle numérique d'élévation au 20 000, c'est-à-dire une résolution de 10 mètres. Je suis exactement au même endroit sur la carte. Donc, c'est pour vous dire à quel point on vient chercher une résolution là, magnifique et du détail qu'on n'avait pas avant. Ensuite, on a le modèle numérique de terrain relief ombré. Ça, c'est une résolution de 2 mètres. C'est vraiment pour avoir comme un effet 3D. Tout seul, ça ne sert absolument à rien. En fait, il n'y a pas de données d'altitude, il n'y a rien pantoute. C'est vraiment pour que, une fois qu'on utilise le modèle numérique de terrain par-dessus avec un effet de transparence, mais là, on a vraiment un petit look 3D qui peut être très intéressant quand on fait des cartes pour le public. Des fois, ils font comme « wow », puis ça attire leur intérêt. Un autre produit dérivé, c'est la modèle de hauteur de canopée, le MHC. On retombe à une résolution de 1 mètre. En fait, c'est que c'est une différence entre le modèle numérique de surface et le modèle numérique de terrain. Donc, c'est les hauteurs que ça nous donne, les hauteurs principalement de canopée parce que c'est ce qui est utilisé pour les inventaires forestiers. Mais ça peut servir, comme on peut voir sur l'image ici, on voit des bâtiments, on voit les arbres, on voit la route, on voit les entrées d'auto. Donc, c'est très intéressant. Pour l'utiliser, faire des calculs et tout ça, personnellement, je ne l'ai jamais essayé. C'est vraiment juste le visuel parce que je n'ai jamais eu accès à ce genre de données-là avant. Mais il y aurait sûrement de quoi faire, particulièrement au niveau des bandes riveraines. Donc, de voir qu'est-ce qui serait possible de faire avec ça, comme pour la caractérisation des bandes riveraines ou ces choses-là. Donc, on peut voir que ça a un certain intérêt. Au niveau des pentes, les pentes sont calculées à partir du modèle numérique de terrain. On obtient, à cause des calculs, la résolution tombe à 2 mètres. Puis, c'est en pourcentage. Donc, ça aussi, là, ça peut être très intéressant. Puis ça, c'est pour vous montrer toutes les images qu'on voyait tantôt en vous montrant les différents produits dérivés, c'était toujours cet endroit-là. Donc, c'est ce carré-là de territoire. Donc, ça vous montre là quand même tout ce qui a pu ressortir juste avec un laser sur un avion. Les produits dérivés du LIDAR ne sont pas encore disponibles pour tout le Québec. En fait, il reste tout ce qui est comme dans les rouges rosés. Donc, ça va s'en venir pour 2020-2021. Donc, pas mal tout ce qui est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, puis Témiscamingue, Abitibi, en tout cas plus le nord du Québec méridional. Donc, eux autres n'ont pas encore le LIDAR, malheureusement, mais ça s'en vient. Donc, à ce moment, à un coup, ça va être tout le Québec méridional va être couvert. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits dérivés du LIDAR? Un truc vraiment super intéressant, c'est la mise à jour du réseau hydrographique. C'est une méthodologie qui a été développée par l'OBV Charlevoix-Montmorency à l'aide du Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy, le CERFO. Pourquoi vouloir mettre à jour le réseau hydrographique? C'est parce que la géobase du réseau hydrographique du Québec, la GRHQ, qui est la seule donnée de réseau hydrographique qu'on a au Québec, est très imprécise dans certains secteurs. Le lit d'écoulement n'est pas au bon endroit. Il y a des cours d'eau qui existent qui ne sont pas présents dans le GRHQ. Puis aussi, dans le GRHQ, il va y avoir des cours d'eau permanents qui vont être identifiés intermittents. Donc, ça peut causer certains problèmes. On a un exemple ici. À gauche, le tracé bleu, c'est ce qu'on obtient avec la GRHQ. Si on regarde vraiment juste avec la photo aérienne,
ce qu'il y a dans le cercle rouge, ben, on peut voir que le cours d'eau a un autre tracé que ce qu'on a. Puis si on regarde maintenant avec le LIDAR, le modèle numérique de terrain du LIDAR, ben on voit que c'est encore pire. Le tracé en bas, il est carrément pas à bonne place. En haut aussi, on peut voir le tracé, un meilleur tracé du cours d'eau. Donc, c'est à ça que peut servir le LIDAR principalement pour les OBV. Puis, c'est de mettre à jour finalement le tracé là, du réseau hydrographique. Pourquoi c'est si imprécis la GRHQ? C'est que à l'origine, les tracés étaient faits à la main avec des photos aériennes, des photos stéréoscopiques. Donc, c'était quelqu'un dans son bureau qui le faisait à la main. Donc, quand ça traversait une forêt, ben, il devait deviner bien souvent. Puis, ben, c'est ça. Là, aujourd'hui, on a les technologies qui peuvent nous permettre d'améliorer ça. Donc, je pense que ça serait bon de le faire. Comment faire la mise à jour du réseau hydrographique? Ça, c'est ce qui est décrit dans la méthodologie développée par l'OBV Charlevoix-Montmorency. Donc, c'est vraiment à l'aide d'outils géomatiques, donc d'élaborer le modèle d'écoulement potentiel de l'eau. Parce que ça reste quand même toujours juste écoulement potentiel. Ensuite, c'est de valider les résultats sur le terrain. C'est sûr qu'on n'ira pas couvrir tous les cours d'eau, mais d'en avoir un pourcentage assez important. Déterminer les types d'écoulement. Ça se fait sur le terrain, mais aussi, si je me souviens bien, il y a une façon géomatique de le faire. Et puis aussi là, de faire des modifications quand même en fonction de la réalité terrain. Faut savoir quand même que cette méthodologie-là n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner d'importants biomodèles. Par exemple, quand on fait rouler le modèle une première fois, le modèle ne voit pas les ponceaux. Il ne comprend pas que le cours, il voit une route. Fait que pour lui, le cours d'eau arrête là parce que c'est comme un obstacle. C'est surélevé par rapport au lit d'écoulement, donc le cours d'eau arrête là ou va faire comme le fossé. Fait qu'il faut comme aller après ça, creuser les ponceaux pour lui dire, ben non, tu peux continuer par là. Donc là, on refait rouler le modèle une autre fois. Donc, c'est pas quelque chose qu'on claque des doigts et c'est fait, mais c'est quand même là, très intéressant. Mais c'est quelque chose aussi qu'il faut faire je dirais un petit bout par petit bout, là, petit bout de territoire à la fois. Parce que moi, je pense au bassin de la rivière Chaudière, je ne pourrais pas nécessairement faire ça tout en même temps. En fait, mon objectif, c'est plus de faire un sous-bassin à la fois en fonction des projets qu'on fait sur le terrain. Donc, quand mes collègues vont sur le terrain, ben, ils pourront aussi en même temps faire la validation du modèle sur le terrain. Donc, c'est un peu mon objectif là, pour les prochaines années. Pour pouvoir faire ce modèle d'écoulement-là, il nous faut un ordi assez puissant là, pour rouler ArcGIS. Mais c'est parce que ça peut rouler quand même longtemps. Donc, prévoyez-vous peut-être un autre ordinateur pour faire autre chose pendant que ça roule. Il faut Spatial Analyst ou QGIS. La méthode explique les deux. Idéalement, il faut les limites de bassin versant, le réseau routier, la GRHQ pour nous aider, les traverses de cours d'eau, donc les ponts, ponceaux, canalisations, les milieux humides et d'autres données pertinentes là, qui peuvent vous servir là, pour améliorer le modèle. D'autres possibilités qu'on peut faire avec le LIDAR, d'autres idées qui me trottent en tête et qui trottent dans la tête de bien du monde à qui j'en parle, c'est refaire un coup qu'on a refait l'écoulement du cours d'eau, mettons, mais c'est aussi la délimitation du bassin versant. Parce que nos limites de bassin versant ont été faites avec
le modèle numérique d'élévation de 20 000, donc avec la précision au 10 mètres, la résolution au 10 mètres, pardon. Donc, ça pourrait être intéressant de refaire certains bassins, surtout ceux qui sont plus dans les basses terres du Saint-Laurent, là, où la topographie est assez plate. Donc, ça pourrait servir. Il y a aussi déterminer les espaces de liberté des cours d'eau. Ça, je sais qu'il y a certaines équipes qui travaillent là-dessus. Il y a des méthodologies qui se développent pour utiliser le LIDAR. Les zones inondables, l'historique des lits d'écoulement, l'empreinte des bâtiments à l'aide des MHC, la bande riveraine, comme on parlait tantôt. Je sais aussi qu'au ministère Forêt, Faune et Parcs, ils se servent du LIDAR pour identifier les dépôts de surface et les bandes d'emprunt. Ils ont toute une méthodologie qui est disponible. Puis aussi, il y aurait l'identification des fossés de drainage, particulièrement en milieu agricole. Par exemple, sur cette image-là, ce que vous voyez, c'est un cours d'eau qui a été redressé. Donc, avant, il faisait beaucoup de méandres. Et on peut voir ces anciens méandres-là dans l'image. On les voit, sont plus creux dans les champs. C'est maintenant des champs agricoles à cet endroit-là. Donc, ça, c'est ça peut servir à délimiter, c'est ça, l'historique des lits d'écoulement, puis peut-être même l'espace de liberté. Puis on peut même voir aussi un peu les canaux de drainage là, des terres agricoles qu'on voit à droite. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut se servir là, qu'on peut faire avec le LIDAR. Maintenant, la modélisation. Ça, c'est quelque chose qui est qui commence à se faire de plus en plus, entre autres parce que, bon, il y a les LIDAR de disponibles, il y a de plus en plus de données de disponibles. Au Cobarrique, on a un projet avec l'Université de Sherbrooke qui est la modélisation du régime hydrologique en fonction des milieux humides et riverains dans un contexte de changement climatique. En fait, le but ultime de cette modélisation-là, ça va être de pouvoir dire si on enlève des milieux humides à un endroit ou si on en rajoute. Quel est l'impact sur le régime hydrologique? Donc, est-ce qu'il va y avoir plus d'inondations? Est-ce qu'il va en avoir moins? Si le débit va augmenter à quel pourcentage? Puis, il y a aussi les changements climatiques qui sont inclus là-dedans. Pour ceux qui se connaissent un peu, c'est le modèle SWAT qui est utilisé, mais qui est adapté aussi là, par les gens de l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est quelque chose que je connais un petit peu moins. Les données qui sont utilisées pour notre modélisation, c'est les modèles numériques de terrain, l'utilisation des sols, la géobase du réseau hydrographique, qu'on sait qui n'est pas parfaite, les milieux humides qui ne sont pas toujours parfaits non plus aussi au côté de données. On a beaucoup de manques à ce niveau-là, mais c'est ça qui est utilisé. Qu'est-ce que j'ai observé et qu'est-ce que j'ai noté quand on parle de modélisation? Bon, c'est quand même quelque chose ça se fait sur le long terme, là. Ça se fait pas en une semaine. Il faut caler le modèle, il faut valider le modèle, il faut quand même avoir assez de données pour pouvoir faire ça. Le modèle est aussi fort que la plus faible des données. Donc, comme je disais, la GRHQ, les milieux humides, ça ne représente pas nécessairement la réalité parfaite. Donc, les résultats sont en fonction de ces données-là. Faut garder en tête aussi que les résultats sont des probabilités. Donc, mais c'est toujours ça, c'est des statistiques, des probabilités d'événements ou de choses qui se passent. Mais c'est quelque chose toujours à garder en tête. La question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que ça va être possible de mettre à jour le modèle une fois qu'on va avoir des meilleures données disponibles?
Donc, une mise à jour des données des milieux humides, une mise à jour du réseau hydrographique. Des fois, ce n'est pas toujours possible parce qu'il faut recaler le modèle, il faut revalider le modèle. Donc, des fois, c'est un petit peu tannant pour ça. Pour faire de la modélisation, il faut des spécialistes qui ne sont pas dans les OBV. Donc, on va souvent faire appel à des universités à ce moment-là, des universitaires, des chercheurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, là, parce que c'est quand même un autre niveau là, d'informatique et de géomatique. Mais je crois que la modélisation, c'est quand même là, quelque chose à développer pour la gestion de l'eau et aider dans la prise de décision. Notre modélisation qu'on fait au Cobarix, c'est ça, entre autres. C'est pour aider là, à prendre des décisions, particulièrement au niveau des milieux humides. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant. Surtout que nous, on a commencé à avoir un peu des premiers résultats. Ça, c'était comme pour un sous-bassin de la rivière Chaudière. C'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les résultats qu'on peut obtenir par la modélisation. Donc, dans ce cas-là, c'est que en bleu, c'est le portrait actuel, si on veut. En orange, c'est si on enlève les milieux humides riverains. Donc, on voit que le débit, Q, c'est le débit, augmente. Puis si on enlève les milieux humides isolés plutôt, le débit augmente, mais moins que si on enlève les milieux humides riverains. Donc, ça, c'est un genre de résultat qu'on peut obtenir. Mais ça aussi, c'est un autre type de résultat, c'est tous les débits par mois selon différents scénarios sur une moyenne de 19 ans, en fait. Donc, c'est le genre de choses qui est vraiment, vraiment super intéressant. Mais que pour l'analyse, puis tout ça, ça prend des universitaires quand même, là, parce que eux autres réussissent à voir ou à expliquer des trucs qu'on n'a peut-être pas les compétences ou en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas toutes les connaissances ou les compétences là, pour le faire. Maintenant, les applications. Il y a une application qui a été développée par un OBV du Québec, l'OBV du Plessis. C'est un logiciel, en fait, de documentation pour les enjeux de l'eau. Pour le faire, ils ont engagé un stagiaire en informatique. Cette application-là est quand même très intéressante. Elle est encore, en tout cas à ma connaissance, peu utilisée. C'est en fait, les gens qui ont l'application remarquent un enjeu de l'eau. Donc, on a une liste là à droite. Ça, c'est une partie du formulaire. Il est sur le terrain, il va le noter. Puis, dépendamment où il se situe au Québec, la personne responsable dans l'OBV va recevoir un courriel avec le signalement. Ça fonctionne hors ligne. Donc, s'il n'y a pas de couverture cellulaire, dès qu'il va avoir accès à Internet, il va y avoir une synchronisation. La personne peut prendre aussi des photos. Donc, ça peut permettre d'avoir une meilleure connaissance du territoire et ça implique le citoyen. En fait, à l'OBV du Plessis, ils ont développé cette application-là parce qu'ils ont un énorme territoire. Et c'était une façon pour eux là, de demander, de faire participer les citoyens qui se promènent un peu partout sur ce territoire-là. Puis, ils ont accepté, là, il y a quelques années, d'étendre l'application, si on veut, d'étendre la possibilité de recevoir les signalements à tous les OBV du Québec qui le voulaient. Le développement d'applications par les OBV, c'est pas quelque chose qui se fait souvent, en tout cas à ma connaissance. Je vous en ai montré juste une parce que c'est à peu près la seule que je connais. C'est quand même compliqué de faire des applications parce qu'on a déjà réfléchi, on a déjà même essayé de faire des applications. C'est pas quelque chose qui se fait facilement à l'interne d'un OBV, à moins d'avoir justement un stagiaire en informatique
ou quelqu'un qui a une ancienne expérience de programmation, tout ça. Donc, il faut quand même faire appel à l'externe ou engager un informaticien, un programmeur. Mais il faut quand même aussi, en tant qu'OBV, que de personnes responsables d'un projet de développement d'application, s'y connaître un peu. Parce que quand on parle à un informaticien, quand on parle à un programmeur, il faut savoir de quoi on parle. Donc, il faut pouvoir expliquer ce qu'on veut. Il faut se demander aussi si ce qu'on veut développer comme application, c'est pertinent et utile. Ça ne sert à rien de développer une application juste pour faire une application. C'est de la perte de temps. Il faut faire de la pub pour faire connaître l'appli, sinon elle ne sera jamais utilisée. Puis, il faut se demander est-ce que notre public cible va utiliser les applications, une application. Si c'est des gens qui utilisent leur téléphone juste pour téléphoner, ça ne sert à rien. On est vraiment côté communication. Ensuite, les OBV, comment on échange entre nous? On a le portail des connaissances sur l'eau, le PCE, qui est en fait un SharePoint, soit une plateforme collaborative qui a été conçue par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, l'accès est donné à tout professionnel intervenant dans le domaine de l'eau. Donc, OBV, municipalité, table de concertation régionale. L'idée, c'est vraiment de favoriser le partage et la diffusion de données sur l'eau, puis aussi des outils de travail collaboratifs. On peut créer des micro-sites, donc des sites de collaboration privés, semi-publics ou publics, sur des sujets en particulier si on veut échanger sur quelque chose. Et ça donne aussi accès à la classe géomatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans, de choses à voir. Ce que je peux vous dire sur le PCE, c'est super intéressant. C'est vraiment un outil très, très intéressant. Ça fait quand même deux ans peut-être que ça existe, que c'est disponible, mais il faut quand même développer le réflexe de consultation. Donc, c'est-à-dire, si on cherche de l'information sur quelque chose, de se dire, ah, c'est peut-être sur le PCE que cette information-là va être. Donc, il faut vraiment développer ce réflexe-là. Puis aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps pour le consulter ou pour voir tout ce qu'il y a, mais ça prend du temps aussi pour partager parce que l'idée de ce genre de site-là, c'est que c'est pas toujours le même monde qui doit participer, qui doit partager des trucs. T'sais, chacun doit mettre un peu du sien, participer, échanger, partager des choses. Donc, ça, c'est un peu plus difficile là, quand on n'a déjà pas beaucoup de temps pour faire ce qu'on a besoin de faire pour les projets. Là, des fois, c'est de se dire, ben, j'ai développé un outil, il faut que je le nettoie un peu si on veut que je refasse un peu une procédure, un document pour expliquer cet outil-là, pour ensuite le partager puis peut-être répondre à des questions. Donc, des fois, c'est un peu... on manque un peu de temps, malheureusement, parce que j'aimerais ça pouvoir participer un peu plus personnellement, mais... c'est ça, c'est pas encore tout à fait disponible, faisable. Puis, selon mes observations, il y a encore peu de gens qui semblent l'utiliser. Je n'ai pas les statistiques du site, là, mais c'est ça, des fois, on leur dit, j'échange avec d'autres, je dis, ben oui, mais c'est sur le PCE, puis ils font, ah, ouais, ok, je ne l'utilise pas encore, mais c'est ça, c'est de voir, là, de développer cette utilisation-là. Autre moyen d'échange entre les OBV, ben, on a le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, le ROBVQ, qui a fait une première présentation du projet. Donc, il y a le site web du ROBVQ. Il y a l'infolette du ROBVQ, puis il y a le rendez-vous des OBV que le ROBVQ organise 2 fois par année. Donc, qui nous permettent de rencontrer et d'échanger sur différents éléments. On a aussi des webinaires qui sont pour plusieurs organisés par le ROBVQ, donc qui nous permettent d'apprendre, comme vous faites là, sur différents sujets. Il y a des communautés de pratique qui ont été mises en place aussi.
Donc, l'idée des communautés de pratique, c'est que des gens des différents OBV se réunissent sur différents sujets, ils partagent et transmettent la bonne nouvelle. Et ben, il y a toujours les bons vieux téléphones et courriels qui sont immanquables pour parler à quelqu'un des OBV, d'un autre OBV. Donc, on a une question sur un projet qu'ils ont déjà fait ou sur des données ou peu importe. Donc, on décroche le téléphone. C'est le meilleur moyen la plupart du temps. Finalement, il faut s'adapter aux acteurs de l'eau. La gestion de l'eau, ça implique d'échanger avec des gens qui ont des connaissances et des compétences variées. Leurs opinions et leurs objectifs sont aussi différents, donc il faut vraiment s'adapter pour réussir à se faire comprendre. Pourquoi je parle de ça en termes de données et d'outils informatiques dans les OBV? Bon, côté géomatique et données, on a des municipalités qui n'ont pas de département de géomatique, des petites municipalités qui savent même pas c'est quoi ArcGIS, qui savent pas c'est quoi un shapefile, il y en a souvent qui vont faire appel à la municipalité régionale de comté, à la MRC, pour s'occuper de leur géomatique. Il y en a d'autres qui ont seulement AutoCAD, qui est pas tout à fait fait pour faire des cartes, plus pour faire des plans de réseau d'égouts ou réseau d'aqueduc. Donc, ça nous est déjà arrivé de recevoir des données AutoCAD. Donc, il faut s'adapter à ça. On a des municipalités de notre territoire qui ont un super département de géomatique, qui ont des données complètes et à jour. Puis il y en a d'autres qui n'ont rien ou presque. Donc, il faut s'adapter à ça, il faut prendre conscience de ça pour quand on fait nos analyses. Ça peut arriver qu'une municipalité refuse de nous partager ses données. Elle peut avoir ses raisons. Puis aussi, il y a au niveau des entreprises et des industries qui ont des données, par exemple, particulièrement là, comme disons la consommation d'eau, puis qu'elles vont refuser de partager, souvent à cause du secret industriel. Par rapport à ça, il faut penser en Abitibi-Témiscamingue. Il y a eu la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue qui, en 2014, a fait une demande d'accès à l'information au niveau du ministère de l'Environnement parce que ce ministère-là compile depuis une dizaine d'années des données sur la consommation d'eau d'industrie, les grands préleveurs, qui est 75 000 litres par jour. Il demandait d'avoir cette information-là pour savoir qui pompe beaucoup d'eau, puis comment on peut gérer ça ensemble. Ils ont fait leur demande d'accès en 2014 et en 2019, ils ont fini par les recevoir après de grandes batailles au niveau là, de l'accès à l'information des tribunaux. Et ils ont seulement reçu les données de 2013. Puis, il semble manquer certains préleveurs d'eau. Donc, ça, c'est un truc, c'est un défi qui peut se présenter là, à beaucoup d'OBV. Le grand public, quand on fait des outils, quand on fait des cartes, faut adapter le message au public. Oui, des cartes, c'est très parlant, mais il ne faut pas trop en mettre. Il faut penser aux couleurs et aux daltoniens. Ça, c'est une amie qui m'a déjà fait penser à ça parce que son chum est daltonien. Donc, j'ai montré une carte, puis elle disait, mon chum, il ne réussirait pas à voir ce que tu me montres là. Donc, il faut quand même y penser un peu. Ce qui peut être le fun quand on fait des rencontres, quand on fait des consultations, c'est toujours d'avoir une carte papier du territoire où ce qu'on est pour prendre des notes parce que les gens, ils voient la carte puis ils vont me pointer à une affaire et dire « Ah oui, il y a telle affaire à cet endroit-là. » Donc, ça, c'est le genre de choses qui peut être intéressante, encore une fois, pour compléter notre connaissance du territoire. Si on fait des cartes interactives, il faut penser à ce qu'elles soient faciles d'utilisation pour n'importe qui. Résumer l'information, puis éviter de surcharger la carte, éviter de mettre trop de données parce que les gens, ils fouilleront pas longtemps. Il faut que ça soit quand même facile. Puis, en tout cas, au Québec, je ne sais pas en Europe, mais au Québec, il faut penser que l'Internet n'est pas toujours bon dans certains secteurs du Québec, dans certaines régions. Des fois, surtout les secteurs récréo-touristiques sur le bord des lacs.
de villégiature. L'Internet est pas très puissant. Donc, si on met des choses sur Internet, on veut que les gens soient capables de consulter, il faut penser que des fois, il ne faut pas que ça soit trop lourd parce que sinon, leur Internet va juste planter. Maintenant, futur, on rêve. Dernière diapo, désolée de vous retenir aussi longtemps. C'est des idées à explorer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des rêves un peu fous là, que j'ai entendus et que j'ai aussi. Donc, utiliser des drones. Là, je ne parle pas des tout petits drones qu'on peut acheter chez Walmart, mais vraiment les plus gros qui demandent quand même un permis puis un cours de manipulation. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Les bandes riveraines, les secteurs qu'on a plus de difficultés à rejoindre. Nous autres, pour les embarques de glace, on se demande si ce ne serait pas intéressant aussi. Développer la participation citoyenne à l'acquisition de connaissances et de données, un peu comme l'application Ubiquito, des cartes interactives, donc les encourager à nous donner de l'info. C'est sûr, c'est toujours important de vérifier, mais ça nous donne des fois des pistes. Ça va nous permettre aussi de développer et améliorer notre connaissance du territoire. Au Québec, on a des grands territoires, il y a des grands secteurs il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas, donc c'est à développer. Il y a aussi améliorer le partage des données et des connaissances. Donc, comme je parlais le partage de données des deux côtés. Donc, on reçoit des données d'un ministère, puis les transmettre les nôtres. Uniformisation des données, comme j'ai parlé plus tôt. Suivre ce qui se développe en termes de technologie. Ça se développe, on est à l'ère de la donnée, il y a de plus en plus de choses qui sont accessibles, c'est pas trop cher, qui est à partager une technologie entre plusieurs OBV, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Les OBV, je crois, qui doivent aussi acquérir des connaissances dans la gestion et le traitement des données, parce qu'on en reçoit beaucoup, on en gère beaucoup quand même, et il ne faut pas se perdre là-dedans. C'est parce que des fois, on reçoit des données, puis il y a tellement d'informations là-dedans, mais on ne le sait pas, ou on ne sait pas comment l'utiliser. Donc, ça, c'est quelque chose là aussi à développer. Puis, un dernier élément, c'est l'impression 3D du modèle numérique terrain d'un bassin versant. Ça, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. C'est quelque chose que moi, j'aimerais essayer juste pour faire démontrer comment fonctionne un bassin versant. Ça, c'est un petit rêve à moi. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, des suggestions aussi d'autres outils. Je suis ouverte à vous entendre et à vous lire sur le chat. J'espère que vous avez apprécié. Donc, c'est le fun. Je viens de voir que la présentation de la semaine de jeudi, c'est cette semaine ou la semaine prochaine, on va nous parler de Fulcrum, ce que je vous ai mentionné tantôt. Donc, ça, c'est le fun. La présentation, en fait, le vidéo sera disponible. Le PowerPoint, je pense pas, mais ce sera à voir. Mais le vidéo sera disponible pour la présentation. Ah, je suis contente. Il y en a qui disent qu'il y a des outils qui sont intéressants à intégrer. Donc, okay, ce jeudi, la prochaine présentation là, de notre équipe en Wallonie. La méthodologie, j'ai une question aussi sur la méthodologie de mise à jour du réseau hydrographique. En fait, elle n'est pas nécessairement disponible en ligne, à ma connaissance, mais je vous invite à contacter l'OBV Charlevoix-Montmorency, voir s'ils seraient prêts à... Parce que des fois, ils donnent des formations. En fait, j'ai suivi une formation avec eux là-dessus, avec le CERFO aussi. Donc, ils ont un document, mais ce serait peut-être des contacter pour voir comment ça se fait. Oui, il y a un PowerPoint, mais ils ont quand même tout un document là, qui explique la méthodologie. La limite des bassins versants, oui, en fait, c'est disponible sur Données Québec.
C'est bassin versant multi-échelle. Vous avez juste à chercher sur le site web de Données Québec pour bassin. Mettez mot-clé bassin versant ou je pense que c'est ça, c'est les limites de bassin versant à multi-échelle. Il y a niveau 1, de niveau 1 à 8 à peu près pour ceux qui ont des niveaux 8. Donc, ça, c'est facilement accessible. C'est des données du ministère de l'Environnement. Oui, l'empreinte des bâtiments. Oui, en effet, Julie, l'empreinte des bâtiments, il y a la couche faite par Microsoft qui est disponible là, sur GitHub. Oui, c'est ça. Il y a le lien là. C'est juste que il n'est pas tout à fait parfait, à mon avis. C'est pas toujours un rectangle, c'est pas toujours. Je crois qu'il y a moyen de l'améliorer, peut-être avec le MHC, justement. Mais c'est un bon départ quand même, cette couche-là. Mais ça serait amélioré. Ouais, celle du ministère, il n'y a pas grand-chose. Donc, ben, c'est beau. Fait que merci à tout le monde. Puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.